Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder comment ont évolué mes comptes titres depuis le mois dernier. On va regarder l'action que j'ai achetée ce mois-ci et en fin de vidéo comme d'habitude où on est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Donc commençons par regarder un peu comment a évolué ce premier compte titre. Donc Meta est passé de 579 à 586, donc rien à signaler. Ils ont publié des résultats hier qui étaient des bons résultats. On va pas regarder en détail, mais le nombre d'utilisateurs a augmenté, le revenu par utilisateur a augmenté, etc. etc. Ça a donné 16% de croissance du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente, donc de 36 milliards 500 millions à 42 milliards 300 millions, et avec d'ailleurs je crois un record de marge brute depuis un petit moment, 82,11%, c'est leur meilleure marge brute depuis le Q4 2019, donc c'est pas mal. Et après par contre le point de risque quand même à pas oublier sur Meta et sur les GAFAM, c'est que là ils ont encore annoncé qu'ils augmentaient leur objectif de leur prévision de CAPEX, donc de dépenses d'investissement quoi pour l'année prochaine. Et la question sur ces CAPEX, c'est à quel point est-ce qu'ils seront rentables et aussi à quel point est-ce qu'ils sont temporaires, parce que là un risque c'est de se rendre compte que le niveau de CAPEX de ces entreprises-là est devenu structurellement supérieur à ce qu'il était avant. Et ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense que personne n'a la réponse de est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est vraiment temporaire. Et donc si les niveaux de CAPEX de ces entreprises-là deviennent vraiment structurellement plus élevés qu'avant, et bah c'est normal de justifier des multiples de valo plus bas qu'avant. Et si on regarde par exemple ce trimestre, donc le cash flow opérationnel, donc il est passé par rapport à l'année dernière de 19 milliards à 24 milliards, ok, mais le CAPEX est passé de 6 milliards à 13 milliards, ce qui fait que le free cash flow sur le trimestre est passé de 13 milliards à 11 milliards. Donc au final, ils ont fait moins de free cash flow qu'au même trimestre de l'année précédente. Donc voilà, faut être conscient que c'est aujourd'hui quand même un risque sur les GAFA, et donc il faut prendre en compte cette incertitude, par exemple, dans le prix auquel on est prêt à acheter l'action. Donc voilà en résumé là pour Meta, donc que je ne rachète pas et que je vends pas, je garde. Ensuite Alibaba est passé de 133 à 120 $. Il n'y a pas eu de résultat entre temps, donc c'est juste les variations classiques de la bourse. Fortinet de 96 à 104 $, pareil, pas de résultat annoncé. Et Booking de 4600 à 5100 qui se rapproche de son plus haut historique et qui a annoncé aussi des résultats il y a quelques jours qui étaient des bons résultats. Croissance de chiffre d'affaires pas énorme. Ils ont fait par rapport au même trimestre de l'année précédente plus 8% de croissance de chiffre d'affaires. Et par contre ils ont fait un niveau record de free cash flow, où ils ont fait plus de 3 milliards de free cash flow sur le trimestre, ce qui est le plus haut niveau de free cash flow qu'ils aient jamais eu. Au Q1 de l'année précédente, ils avaient fait 2,5 milliards et l'année d'avant, ils avaient fait 2,8 milliards. Donc c'est 23% de plus que l'année précédente. Donc voilà, Booking je continue à garder. Et donc maintenant passons sur le deuxième compte titre sur lequel j'ai fait un achat. Et donc sur ce compte titre là on va commencer par le bas. Donc Booking on a déjà vu. Qualys pas de changement particulier, même prix que le mois dernier, pas de résultat annoncé, donc rien de neuf. Visa est passé de 351 à 346. Ils ont annoncé des résultats qui étaient encore une fois des bons résultats classiques pour Visa. Assez prévisible, en croissance c'était plus 9% de chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente. Et ensuite, ma dernière position, donc la plus grosse de ce compte titre, Medpace Holdings. Donc c'est l'action que j'ai rachetée ce mois-ci, j'en ai racheté, donc suite à leurs résultats, l'action est tombée jusqu'à 250 et j'ai racheté 10 actions sur les 45 que j'ai en tout à 254. Donc ça a baissé mon prix de revient à 301. Et aujourd'hui l'action elle est remontée depuis là en à peine 2 semaines, elle est remontée à 308. Donc c'est assez satisfaisant quand on arrive comme ça à choper un point bas, même si évidemment ça garantit pas qu'elle y retourne dans pas longtemps, voire même encore plus bas, on ne sait jamais. Et donc pourquoi est-ce que j'ai racheté du Medpace? Je vais pas refaire ma thèse d'investissement entière pour ceux qui veulent voir les notes que j'avais prises. Vous avez le lien vers la mind map que j'ai fait, donc avec toutes mes notes sur Medpace Holdings, en description de la vidéo et aussi en premier commentaire épinglé. Donc les raisons spécifiques pour lesquelles j'ai acheté à ce moment-là, il y en a deux voire trois. Déjà disons niveau rapport qualité-prix c'est le mieux que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc au moment où j'ai acheté, alors on peut même pas voir le point bas puisque dans la même journée on est passé de 250 à 290. Et donc là c'est les price of free cash flow de clôture qu'on voit. Mais au moment où j'ai racheté, où j'ai fait mon dernier achat, on devait être à 14 ou à moins de 15 fois le free cash flow. Et en free cash flow ajusté, comme ils ont peu de SBC,
On devait être à peu près 15 ou 16 fois à peine le free cash flow, ce qui je trouve fait pas cher pour un business comme ça. Et puis c'était aussi le niveau de valo le plus bas qu'ils aient eu depuis mars 2000 en fait, au moment du Covid. Même en 2022, ils étaient un poil plus chers que ce qu'on a eu là, enfin plutôt début 2023. Et le deuxième point qui me conforte dans l'idée que l'entreprise elle est bien sous-évaluée, c'est qu'on regarde la manière de faire des rachats d'actions du management de MedPace Holdings, et ils font des rachats d'actions opportunistes, donc quand ils estiment que l'entreprise est sous-évaluée, ils vont racheter des actions pour pouvoir en racheter plus tout simplement, et que donc ça ait plus d'impact sur la performance, sur la valeur par action de toutes les métriques, donc free cash flow par action, etc. Et donc que ça enrichisse mieux les actionnaires. On voit que Q1 2024, ils n'ont fait aucun rachat d'actions, Q2 2024, aucun rachat d'actions, Q3 2024, aucun rachat d'actions, Q4 2024, donc on va regarder à quoi ça correspond en termes de cours. Donc Q4 2024, c'est dans cette zone-là, c'est au moment où j'ai commencé à acheter, hein, donc on était entre 300 et 330 $, donc ils ont utilisé une partie de leur programme de rachat d'actions. Donc ils ont racheté pour 174 millions de dollars, sachant que l'entreprise aujourd'hui elle vaut 8 milliards 800 millions, et au moment où elle est tombée à 254, elle valait à peine 8 milliards. Donc voilà, ils ont commencé à faire des rachats d'actions vers les 300-330, et on voit qu'ils ont racheté 2 fois plus d'actions au premier trimestre 2025, et donc à des prix un petit peu plus bas qu'au Q4. Et au dernier trimestre, ils avaient annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars, donc ce qui indique pour moi qu'ils considèrent l'action sous-évaluée. Et là, à ce trimestre, ils ont annoncé qu'ils rajoutaient, en plus des 600 millions, qu'ils rajoutaient 1 milliard. Et je rappelle, 1 milliard pour une boîte qui vaut 8 milliards 8, ça faisait qu'au moment où j'avais regardé, ils pouvaient racheter, donc on était en dessous des 300, ils pouvaient racheter à un moment donné, s'ils mettaient tout d'un coup, avec le programme de rachat d'actions restant, ils pouvaient racheter 17% de la boîte en un coup, ce qui est assez fou. Donc je prends ça comme vraiment indication que le management considère l'action sous-évaluée aujourd'hui, voire très sous-évaluée pour faire un programme de rachat d'actions aussi agressif. Et on peut voir par le passé qu'ils ont plutôt eu tendance à faire des rachats d'actions au bon moment. Donc si je regarde là sur Graham, dans le compte de résultats en trimestriel, tout en bas, on a ici actions en circulation diluées, donc c'est le nombre d'actions en circulation. Et si on regarde à quel moment ils les ont fait, on voit qu'ils ont fait beaucoup de rachats d'actions au premier trimestre 2022, où ils ont racheté 3,65% des actions d'un coup. Au Q2, ils ont racheté 7% des actions d'un coup. Et au Q3 2022, ils ont racheté 4% des actions d'un coup. Et c'était un moment donné où la valorisation de l'action a beaucoup baissé. Donc ici, on a le 31 décembre 2021. Et ensuite, ça a baissé en chute libre jusqu'à juin 2022. Et ça n'a remonté que fin 2022, donc vers le mois de novembre 2022. Et donc, voilà, on voit que ça correspond. Ils ont profité des valorisations plus basses pour faire beaucoup de rachats d'actions, et ensuite plus rien, ça a été plutôt stable. Et là au Q4 2024 ils ont commencé à en faire un petit peu, ils ont racheté 0,23% des actions, au Q1 2025 ils ont augmenté, ils en ont racheté 2,56%, et je suis à peu près sûr que là au Q2 2025 ce sera plus que 2,56%. Donc voilà, en regardant les multiples de valo, je pense que l'action est sous-évaluée, et le fait de voir que le management, qui a l'habitude de faire des rachats d'actions opportunistes, en ce moment augmente le programme de rachat d'actions, ça me conforte dans cette idée-là. Et le dernier point que j'aime bien, c'est que le management, enfin le CEO en tout cas, est très transparent, Auguste Troendel. Et c'est lui le fondateur, donc il a créé la boîte en 92. Et ce qui est intéressant quand on analyse le management des entreprises, c'est d'essayer de trouver des personnes qui n'essaient pas de cacher les problèmes sous le tapis, de toujours te vendre un futur radieux. Mais c'est mieux d'avoir des managements qui sont vraiment transparents. Quand il y a un problème, ils le disent clairement. Donc en ce moment, MedPace, c'est une entreprise qui traverse une phase de ralentissement parce que ses clients, qui sont beaucoup des petites biotech, ont du mal à se financer. Donc ça ralentit la croissance de MedPace. Et c'est ça qui crée de l'incertitude vis-à-vis du futur et qui fait que les valorisations baissent. Mais une partie de ma thèse d'investissement sur MedPace, simplement que c'est une excellente entreprise qui traverse une phase de difficulté surmontable. Et donc, je profite de l'incertitude de la masse des investisseurs et de la vision court terme de la masse des investisseurs pour investir au moment où l'entreprise a un petit problème que je pense elle va être capable de surmonter. Je peux me tromper là-dessus, mais voilà, moi je fais le pari qu'ils vont la surmonter. Et donc, au moment où le problème aura été surmonté, si ça arrive, le multiple de valo va exploser et ce sera beaucoup moins intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'investis en ce moment. Et donc ce que j'aime bien, c'est que la toute première phrase du CEO, donc ça c'est la toute première phrase pendant le conférence call, donc le moment où le CEO parle et ensuite il répond aux questions des analystes,
Il commence par dire bonjour tout le monde, nos contrats nets du premier trimestre sont en baisse par rapport à l'année précédente avec un net book to bill ratio de 0,90. Donc la toute première phrase, c'est il annonce directement, il cherche pas à cacher, c'est le truc que tout le monde attend quoi, de combien est le net book to bill. Donc c'est le ratio entre le montant des nouveaux contrats et du chiffre d'affaires actuel. Et en gros, on veut qu'il soit supérieur à 1, quoi. Et donc je trouve ça positif qu'il commence directement par parler de ça. Et en plus, ça fait, je crois que ça doit faire 2 trimestres, qu'ils annoncent clairement que le net book to bill va pas s'améliorer avant le deuxième semestre 2025. Donc c'est cohérent pour moi, il n'y avait pas à être étonné. Donc c'est pour ça que je profitais aussi de la baisse de l'action à ce moment-là, qui pour moi n'avait pas tellement de sens pour en racheter. Et il dit qu'il pense pouvoir retourner un net book to bill vers les 1,15 au Q3 ou au Q4 2025, donc ça faudra voir. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai racheté du Medpace ce mois-ci, et maintenant il nous reste à aller voir où en est ma performance annualisée sur chacun des deux comptes titres. Donc là on est sur le premier compte titre, donc celui avec Meta, Alibaba, Fortinet et Booking. Et donc, si je regarde la performance annualisée depuis que je l'ai ouvert, donc 31 janvier 2022, donc depuis maintenant plus de 3 ans, pour le S&P 500, ça a été une performance annualisée de 7,28%, et pour mon portefeuille, 22,49%. Donc ça reste un bon écart de 15% de performance annualisée au-dessus. Et si je regarde maintenant la performance aussi year-to-date, donc depuis le début de l'année, vu que là on est le 1er mai, le S&P 500 a fait moins 5,31% et mon portefeuille avait pour l'instant à moins 2,87%. Donc pour l'instant, le portefeuille surperforme aussi sur cette année-là, après 2 grosses années de surperformance, donc j'aurais pas été étonné de sous-performer cette année, puisqu'on dit que... Enfin, je me rappelle que je crois que c'est François Rochon qui disait que même si à long terme t'éclates le marché, en vrai tu vas sous-performer peut-être 1 an sur 3, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour l'instant cette année ça se passe bien aussi, donc tant mieux. Et si je regarde la performance cumulative depuis le début, donc le S&P 500 c'est plus 25,66% et ce portefeuille c'est plus 98,88%. Donc tout se passe bien et maintenant allons voir sur le deuxième. Et donc sur ce compte titre, c'est-à-dire celui où il y a Medpace, donc qui existe depuis maintenant 1 an et 2 mois, la performance annualisée du S&P 500 est de 7,57% et la mienne est de 12,79%. Donc ça fait 5% d'écart, ce qui me convient bien. Et là, year to date, c'est un petit peu en dessous, donc moins 5,31 pour le S&P et moins 5,95 pour le mien. Et en performance cumulative, comme ça fait seulement 1 an et 2 mois, il n'y a quasiment pas de différence avec la performance annualisée. Donc c'est plus 8,69% pour le S&P et plus 14,75% pour le mien. Donc voilà pour le bilan de ce mois-ci. Je rappelle que si vous voulez avoir toutes mes notes sur Medpace Holdings, il y a le lien qui est en description et qui va s'afficher sur le bouton au milieu de l'écran. Et puis si vous voulez utiliser Graham, donc le site que j'ai développé qui vous aide à trouver les meilleures actions dans lesquelles investir et à savoir à quel prix les acheter, vous avez les liens en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.